abonnez-vous. Hop là, bonjour ou rebonjour si vous nous suiviez dans la première partie de l'émission. Il a son rond de serviette dans Abonnez-vous. C'est Yann Philippin revient pour cette fois-ci nous parler d'une enquête sur l'autre enquête un peu de ce nouveau gouvernement, parce qu'on a beaucoup parlé de Oudéa Castéa sur la section éducation nationale, mais elle est aussi ministre des Sports. Et là, on va parler de sport, notamment du PSG et de Darmanin. Donc Darmanin qui en 2017 aurait fait une faveur au PSG pour l'arrivée de Neymar, une faveur fiscale. Tu vas nous raconter tout ça parce que tu as sorti plusieurs articles sur le sujet. Tu as enquêté sur le PSG en général et cette affaire-là, celle de Darmanin, est-ce que tu peux nous la raconter? Je remets le micro un peu. Oui, en fait, c'est une enquête qui vient au départ d'un dossier judiciaire dans une affaire qui est dite des barbouzeries du PSG, donc qui est un dossier absolument tentaculaire. On y reviendra peut-être après avoir parlé de Gérald Darmanin, sur divers agissements autour du PSG. Et il se trouve que dans le cadre de cette enquête, les policiers ont analysé les SMS de l'ancien directeur de la communication du PSG qui s'appelle Jean-Martial Ribes. Ils ont découvert que donc Monsieur Ribes entretenait des relations très étroites avec quelqu'un qui était à l'époque vice-président macroniste de l'Assemblée nationale, donc un député qui s'appelle Hugues Rinçon, et que Jean-Martial Ribes a demandé donc à ce député macroniste d'aider le club à faire face à un problème très épineux qui est les impôts qu'il risquait de payer sur le transfert de Neymar. Pourquoi? Alors là, il faut faire un tout petit peu de technique. C'est que donc Neymar, il est transféré en 2017 pendant l'été. C'est le plus gros transfert de l'histoire du foot, 222 millions d'euros. Et le souci, c'est que normalement, Neymar, il ne pouvait pas partir parce qu'il était sous contrat avec le FC Barcelone en Espagne. Et pour partir, ce qu'il devait faire, c'est payer ce qu'on appelle sa clause libératoire. C'est quoi une clause libératoire? C'était une clause dans les contrats, c'est très courant en Espagne, c'est interdit en France, mais c'est très courant en Espagne, où en fait le joueur peut en quelque sorte racheter sa liberté, casser son contrat en échange d'une somme d'argent. Donc là, en l'occurrence, 222 millions d'euros. Mais ça pose un gros souci au PSG. Pourquoi? Parce que techniquement, en fait, c'est le PSG qui doit payer Neymar, qui doit lui-même payer Barcelone. Et du coup, il y a un risque que cet argent que le PSG doit techniquement, au moins juridiquement verser à Neymar, soit considéré comme une rémunération. Et comme vous le savez toutes et tous, sur une rémunération, quand on vous verse un salaire, normalement, il y a des cotisations sociales pour financer la Sécu. Et il y a aussi éventuellement de l'impôt sur le revenu. Donc, le PSG ne veut pas payer d'impôts et de cotisations sociales sur ce transfert de Neymar. Et donc, en fait, le DIRCOM du club donc, sollicite ce député macroniste, Hugues Rinçon, qui immédiatement, toute séance tenante, quitte l'Assemblée nationale où il était en pleine séance pour retrouver donc Jean-Martial Ribes et le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, à l'hôtel Cos, donc un grand hôtel parisien, et il lui demande de l'aide. Et c'est là où ce député, en fait, contacte directement Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre des Comptes publics, et donc ministre de tutelle de l'administration fiscale. Et ce que révèle notre enquête, c'est que en moins de 3 jours, en exactement 3 jours, en 72 heures, le PSG va parvenir à avoir un accord de l'administration pour ne payer ni impôts ni cotisations sociales sur le transfert de Neymar. Donc, vous voyez, 3 jours. Je pense que voilà, si certains d'entre vous ont eu des soucis avec le fisc, c'est quand même assez rare d'avoir un règlement aussi favorable en l'espace de 3 jours. Mais en fait, ça va au-delà, c'est que les SMS échangés donc, entre le DIRCOM du PSG et ce député suggèrent que Gérald Darmanin est personnellement intervenu, que c'est lui qui a donné son feu vert pour ne pas payer d'impôts, et surtout que Gérald Darmanin et son directeur de cabinet auraient outrepassé leur rôle en faisant une faveur au PSG. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soir, justement, où ce député sort d'urgence de l'Assemblée pour aller rencontrer le patron du PSG à l'hôtel Coste, le soir même, le directeur général du club, donc qui était Jean-Claude Blanc à l'époque, est reçu en urgence par le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, qui s'appelle Jérôme Fournel. Et en fait, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a obtenu des documents qui, eux, ne viennent pas du dossier judiciaire, mais qui viennent des Football Leaks. Vous vous souvenez peut-être de cette grande enquête sur les coulisses du foot, donc les Foot Leaks qu'on avait publié entre 2016 et 2018. Et donc, en fait, je suis allé refouiller dans les documents Football Leaks.
Et là, j'ai trouvé des éléments nouveaux, donc qui n'étaient pas au dossier judiciaire, et notamment le fait que juste après avoir rencontré donc le numéro 2 du PSG, le directeur de cabinet de Gérald Darmanin lui envoie une note blanche non signée où il lui dit la chose suivante. Il lui dit déjà c'est mal barré pour vous. Parce que on a fait une petite étude et on a vu que dans des cas similaires à celui de Neymar, mais dans le monde du rugby, eh bien, l'administration avait jugé qu'il y avait des cotisations sociales, voire des impôts à payer. Et il dit même au PSG, dans ce contexte-là, ça va être difficile pour les URSSAF, donc c'est les gens qui, c'est l'organisme en charge de recouvrer les cotisations sociales pour la Sécu, donc il dit, on voit mal les URSSAF faire un virage à 180 degrés après avoir dit qu'il fallait payer des cotisations sociales. Et il aurait pu s'arrêter là et dire, écoutez, ça sent pas très bon pour vous, de toute façon l'administration est souveraine, voilà, il y a un risque, à vous de voir. Mais en fait, il va au-delà. Et il se transforme en conseiller fiscal du PSG. Et à la fin du courrier, il leur dit mes conseils techniques pour essayer de passer outre, finalement, de contourner cette jurisprudence récente des URSSAF et de faire en sorte que vous n'ayez pas d'impôts à payer. Et donc, ça, il y a eu juste après cette note, il y a eu des négociations à Bercy pendant les 2 jours qui ont suivi. Apparemment, grâce au feu vert de Gérald Darmanin, en seulement 3 jours, donc le PSG a obtenu de ne pas payer ni impôts ni cotisations sociales sur ce transfert. La dernière chose qu'il faut préciser, et après je passerai à vos questions, c'est que donc on a fait ces révélations le 4 janvier dernier, donc dans Mediapart, et seulement 9 jours plus tard, les juges d'instruction en charge de cette affaire des barbouzeries du PSG ont diligenté des perquisitions à Bercy, donc au ministre de l'économie, à l'administration fiscale, ce qui suggère que les juges d'instruction ont pris nos révélations très au sérieux et donc qu'ils essayent de savoir, donc désormais, la justice essaye de savoir si, oui ou non, Gérald Darmanin a accordé une faveur fiscale au PSG. Alors, merci déjà parce que pardon pour cette intro un peu longue, mais j'ai essayé de résumer l'affaire. Résumer l'affaire de façon assez claire. Je te propose qu'on regarde avant de commencer l'interpellation que Mediapart a faite à Gérald Darmanin sur le sujet. C'était Célia Mebroukine. Hop, comme d'habitude, j'ai la mini manip à faire. On peut mettre le casque si tu as envie de l'entendre, si tu la connais pas déjà par cœur. Je la connais bien. Mediapart a révélé que le PSG a bénéficié a réussi à éviter une taxation record sur le transfert de Neymar en 2017, grâce à une faveur que vous avez faite, puisque vous étiez à l'époque ministre des Comptes publics. Vous ne nous avez jamais répondu. Est-ce que vous confirmez? Moi, je suis venu parler des Jeux Olympiques et je suis par ailleurs très heureux que des joueurs de football, de rugby viennent sur notre territoire et justement payent beaucoup d'impôts et font payer beaucoup d'impôts aux grossettes. Si M. Neymar n'était pas venu, madame, aucun impôt n'aurait été payé, aucun maillot de foot aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée. Donc est-ce que vous avez tout fait pour éviter que le PSG paye une taxation record sur son transfert, pour que le joueur vienne en France? De manière générale, je vous dis que je suis très heureux qu'il puisse y avoir des grands joueurs de foot, de rugby qui viennent dans notre pays pour payer des impôts, en effet. Voilà. Donc vous avez aidé ou pas? Je n'ai pas répondu à votre question, madame. Merci beaucoup. Il y a un SMS, pardon. Il y a quand même des SMS entre Hugues Rançon et le directeur de la communication du PSG qui dit « Je viens de parler à Darmanin, il a bien le truc en tête et il me dit qu'il y travaille. » Je viens parler des Jeux Olympiques. Ça ne vous pose pas un problème? Vous êtes au service de la France ou au service du PSG, monsieur le Darmanin? Votre question est extrêmement insultante et je vais vous la laisser. Monsieur Darmanin, juste sur le PSG, plusieurs dizaines de millions d'euros de taxes qui sont passées sous le nez de l'administration fiscale. Est-ce que vous avez aidé à cet évitement de crise? Merci. Monsieur Darmanin. Non, s'il vous plaît. Non. Quand même, on parle de... Vous étiez ministre des Comptes publics, monsieur Darmanin. Madame, je vous ai répondu, vous étiez ministre des Comptes publics. Vous êtes impliqué directement dans cet évitement du fisc. Mediapart. Hop là, je remets la caméra. Donc, sur cet argument de dire tout est légal, tout ça est légal? Alors déjà, c'est pas ce qu'il dit. Tout est légal, c'est ce qu'avait dit la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, qui, quand elle a dit ça, n'avait pas encore été promue ministre de l'Éducation. Voilà. Donc c'est Amélie Oudéa Castéra qui avait dit que tout était légal. Donc Gérald Darmanin ne dit même pas ça. En fait, sa réponse, elle est intéressante pour 2 raisons. La première, c'est l'argument qu'il utilise. L'argument qu'il utilise, c'est de dire, écoutez, si Neymar n'était pas venu, l'État serait beaucoup plus pauvre aujourd'hui. Et ça, cet argument, en fait,
on l'avait déjà anticipé et je l'avais déminé dès le départ dans mon papier. Pourquoi ? Parce que c'est moi-même, donc dans Mediapart, dans cet article, qui a révélé que pendant les 6 ans qu'il a passé au PSG, Neymar a rapporté 24 millions d'euros par an en impôts et en cotisations sociales à la France, donc à l'État et à la Sécu. Ça fait 150 millions d'euros. Donc en effet, ça c'est absolument indéniable et il faut le reconnaître. Neymar en France, ça a rapporté beaucoup d'argent à l'État et à la Sécu. Mais c'est pas le problème. Pourquoi ? Parce que Neymar, en fait, il y a eu des impôts et des cotisations sociales sur son salaire, mais j'allais dire comme tout le monde, comme nous tous qui sommes salariés, ou même les indépendants qui aussi cotisent à la Sécu et payent leurs impôts. Enfin, tous les gens qui travaillent en France payent des impôts et des cotisations sociales. Donc que Neymar les fait, c'est normal. Et en fait, là où l'argument de Gérald Darmanin est très contestable, c'est que, certes, Neymar a rapporté beaucoup d'argent, mais il occulte le fait qu'il y aurait eu justement ce passe-droit pour le faire venir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la question de Célia, elle lui demande, mais justement, monsieur le ministre, est-ce que vous avez donné un coup de pouce ? Et là, si cet argument était valable, il aurait pu dire oui. Il aurait pu dire, bah oui, regardez ce qu'il a rapporté à la France, donc j'assume. J'ai donné un petit coup de pouce au départ pour le faire venir. Mais il ne dit pas ça à Gérald Darmanin. En fait, quand on lui demande s'il est intervenu personnellement, eh ben, il refuse de répondre. Et pourquoi il refuse de répondre ? C'est parce que ce coup de pouce, il pose problème pour une raison très simple, qui est l'égalité devant l'impôt. Vous savez que la loi est censée être la même pour tous. L'administration fiscale est censée considérer tous les contribuables de la même manière. Et donc, quand bien même ça aurait été fait pour faciliter l'arrivée de Neymar et qu'il paye des impôts en France, bah, le fait qu'il y ait eu une possible intervention politique pour le faire venir et un possible coup de pouce fiscal, bah, c'est potentiellement problématique sur le plan de la loi. Et Gérald Darmanin le sait très bien et c'est pour ça qu'il refuse de dire s'il est bien intervenu ou pas dans ce dossier. Ouais, avec l'exemple que tu donnais sur le rugby ou sur la situation égale, enfin pareil, il n'y a pas de coup de pouce, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et ça pourra. Est-ce que ça va être devant la justice ou pas du coup ? Est-ce qu'il y a tout à fait. des procédures judiciaires ? Oui, en fait, comme je l'avais expliqué au départ, la justice avait découvert au cours de cette affaire des barbouzeries du PSG les premiers éléments du puzzle, c'est-à-dire les SMS entre le DIRCOM du PSG et le député macroniste, qui relate en fait la demande d'aide de ce député pour le compte du PSG à Gérald Darmanin, et le fait que le député dit au PSG, bah, c'est bon, Gérard s'en occupe, c'est bon, Gérard a dit ok, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Nous, on révèle d'autres documents donc issus des Football Leaks qui confirme en fait et amplifie un peu cette affaire. Et c'est en raison de nos révélations qu'il y a eu cette perquisition à Bercy. Donc oui, maintenant, on sait que la justice enquête sur ce dossier. Et le point clé en fait qu'ils vont devoir vérifier, c'est est-ce que le PSG a bénéficié ou non d'une faveur. C'est-à-dire qu'on a vu que ça avait duré seulement 3 jours, hein, entre l'intervention du député auprès de Darmanin et le courrier de l'administration fiscale en disant c'est bon, il n'y a pas d'impôt à payer. Et donc toute la question qui se pose dans cette affaire, c'est est-ce que le politique, et en l'occurrence le ministre et son directeur de cabinet de l'époque, ont tordu le bras à l'administration ? Alors même qu'il y avait une jurisprudence qui semblait pas très favorable au PSG. Donc en gros, est-ce qu'il y a eu une intervention politique auprès de l'administration fiscale ou des URSSAF pour dire bon bah écoutez, bon, c'est bien que vous avez dit le contraire il n'y a pas longtemps, mais là, voilà, ce serait bien de faire un petit effort. Encore une fois, ça, on n'en sait rien. Il faut être prudent. Et c'est justement ce que la justice devra déterminer. Et comme à chaque fois, avec Gérald Darmanin, il faut dire qu'il est du coup présumé, il bénéficie de la présomption d'innocence. Tout à fait. À chaque fois qu'on dit son nom, on est obligé de répéter ça parce que c'est souvent avec une affaire autour. Moi, j'ai envie que tu reviennes un peu sur les Football Leaks. Du coup, tout ça était dans le cadre des Football Leaks. Est-ce que tu peux nous expliquer les Football Leaks, comment vous avez travaillé ? C'est des enquêtes internationales, c'est ça ? Oui, les Football Leaks, en fait, c'est une gigantesque fuite de données. Hein, c'est la plus grosse fuite de données de l'histoire du sport, qui a été fournie à notre partenaire allemand, qui est le magazine Der Spiegel, par un lanceur d'alerte qui était à l'époque anonyme et qui aujourd'hui ne l'est plus, qui s'appelle Rui Pinto, qui est un jeune Portugais et qui a obtenu en fait des téraoctets de documents confidentiels sur les coulisses du football. Et donc, ces documents ont été analysés dans le cadre d'un consortium international qui s'appelle l'EIC, dont Mediapart est l'un des membres fondateurs. Donc, plus d'une dizaine de médias internationaux. Et ça a fait l'objet de dizaines et de dizaines de révélations différentes en 2 saisons. La première qu'on a publiée en
en 2016 et la deuxième qu'on a publiée en 2018. Et ce qui est rigolo, c'est que lors de la deuxième saison des Football Leaks en 2018, j'avais déjà fait un grand article basé sur les Football Leaks, sur le transfert de Neymar au PSG. Mais figure-toi qu'à l'époque, j'avais raté ce volet fiscal, alors que c'était dans les documents. Et c'est uniquement quand j'ai eu vent des nouvelles découvertes de l'ex-justice, du coup, que je me suis replongé dans les Football Leaks et que j'ai retrouvé donc certains des documents qui ont servi de base à notre enquête publiée là début janvier. C'est l'avantage de ces documents, c'est qu'il y en a tellement qu'il n'est pas impossible qu'on ait une troisième enquête ou d'autres moments où tu nous racontes des choses. Ou alors là, ça y est, vous avez tout vu, tout lu. Non, en fait, on peut pas dire parce que encore une fois, il y a tellement de documents que être face à un tel leak, comme on dit, à une telle fuite de données, en fait, c'est se retrouver face à l'infini. Alors pourtant, on était plusieurs dizaines de journalistes à chaque fois pendant 6 mois, donc faut imaginer la puissance de travail que c'est plusieurs dizaines de journalistes pendant 6 mois. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui bénéficient d'un tel manpower, comme on dit, d'une telle force de travail. Mais malgré ça, les données sont tellement énormes. Enfin, il y a tellement de données qu'on ne peut pas tout analyser. Alors, on espère qu'on a vu l'essentiel. Mais comme le montre cette affaire Neymar-Darmanin, on a probablement raté des choses. Ok. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, on est d'accord. Il n'y a pas d'histoire de OM-PSG. On demande si tu es pour l'OM, pour le PSG, tout ça. Ça n'a rien à voir. Non, je n'ai pas de. Une autre équipe, ce serait pareil. Ce serait absolument pareil. Je n'ai aucune religion en matière de foot de club. Voilà, je soutiens seulement l'équipe de France. Ok, très bien. Il y avait une question là. Il y a de nombreux cas où des artistes, sportifs, etc. ont directement sollicité le ministre des Finances en place pour régler un problème fiscal. Qu'ont fait les députés pour empêcher ce court-circuitage de l'administration? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Ou est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres cas où ils interviennent comme ça? Là, on parle d'artistes, etc. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on passe un coup de fil et c'est réglé? Alors ça, c'est connu parce qu'elle a été démantelée, je crois, grâce à l'affaire Bettencourt à l'époque. Il y avait même à une certaine époque au ministère des Finances, dans les bureaux du fisc, même au cabinet du ministre des Comptes publics, une cellule VIP. C'est-à-dire que c'était institutionnalisé le fait que quand vous étiez un VIP, quelqu'un d'un peu célèbre, vous pouviez avoir un accès plus facile, plus direct en cas de problème fiscal. Après, le problème, c'est que en France, on a quelque chose qui est le secret fiscal. Alors, c'est quelque chose qui est bien à la base. Évidemment, personne ne veut, moi le premier, que nos revenus, combien on paye d'impôts, soient rendus publics. C'est quelque chose qui est normal. Ça relève de la vie privée, combien on gagne et combien on paye d'impôts. Mais le souci, c'est que ce secret fiscal qui est extrêmement fort, le secret fiscal en France, il faut savoir, c'est presque pire que le secret bancaire suisse. C'est-à-dire c'est très 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 rare qu'il y ait des fuites qui viennent de Bercy sur la façon dont les contrôles fiscaux sont faits. Ce secret fiscal est très scrupuleusement respecté et du coup c'est très difficile de documenter en fait les abus et les coups de pouce. Alors moi, je n'ai pas pu le faire, j'allais dire, pour des VIP, mais par contre, c'est d'autres enquêtes que j'ai fait dans Mediapart, parce que je suis un peu l'un des spécialistes des affaires financières. Par contre, j'ai pu documenter des cadeaux qui ont été faits à des multinationales. Et je pense notamment à la famille Pinault, vous savez, qui est la grande rivale de Bernard Arnault, qui possède le numéro 2 mondial du luxe, qui s'appelle Kering, avec des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga. Et j'avais révélé justement, dans une de mes enquêtes précédentes, qu'ils avaient bénéficié, eux aussi, cette fois, d'une énorme faveur fiscale qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. Ok, moi j'ai une petite question, tu me dis si c'est hors sujet, mais sur cette enquête-là, tu as sorti cette affaire-là et en même temps tu as eu Oudéa Castéra partout, etc. Comment tu ressens, est-ce que tu trouves qu'elle n'a pas eu assez d'importance, qu'elle n'a pas été assez discutée, ou est-ce que tu es invité sur les plateaux, est-ce qu'on t'en parle ou pas? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'info a été bien reprise sur Internet et dans la presse, notamment sur les sites Internet de beaucoup de journaux, donc ça, il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, ça a été le blackout total au niveau de l'audiovisuel. Quasiment personne n'en a parlé à la radio et à la télé. En fait, il a fallu attendre et encore qu'il y ait les perquisitions pour que ça se réveille un peu. Et oui, j'avoue que j'ai été surpris que notamment les médias audiovisuels
en particulier les chaînes de télé, ne se saisissent pas de cette affaire, alors que voilà, on parle quand même d'un ministre, et pas n'importe lequel, Gérald Darmanin, qui est l'un des ministres les plus en vogue du gouvernement. On parle du plus gros club de foot de France, et on parle de Neymar, qui certes n'est plus au PSG, mais qui est l'une des plus grandes stars de l'histoire du foot, et qui reste encore aujourd'hui le plus gros transfert de l'histoire du foot. Donc il y avait un petit peu tous les ingrédients pour que les médias s'emparent de l'affaire. Et j'avoue que j'ai été très surpris que les chaînes de télé s'y intéressent aussi. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Là, il y en a une, je ne sais pas si tu sauras y répondre. Une équipe de football, de basket, monégasque, qui joue dans un championnat français, paye des impôts en France. Est-ce que les équipes payent des impôts quand elles viennent dans des championnats en France ? Non, comment ça fonctionne, justement, il y a même eu une polémique avec l'AS Monaco, parce que justement, comme vous le savez, Monaco n'est pas la France, donc l'AS Monaco n'est pas un club français, mais par contre, il joue en Ligue 1, comme tout le monde le sait. Et du coup, l'AS Monaco a un traitement fiscal ultra favorable à Monaco. C'est-à-dire que Monaco, par rapport aux 19 autres clubs de Ligue 1, en fait, paye beaucoup moins d'impôts et donc a un avantage concurrentiel qui est pas juste, quoi. Et il y avait eu à une époque une fronde justement des autres clubs de Ligue 1 pour essayer de mettre fin à cet avantage fiscal de l'AS Monaco, mais l'AS Monaco s'était débrouillé pour le conserver. Mais c'est une bonne question, ça, du coup. Est-ce que les autres clubs, comment les autres dirigeants de clubs ont réagi face à ces révélations ? Parce que là, on parlait par rapport au rugby, mais le dirigeant de l'OM, par exemple, pourrait se dire, il y a une faveur pour le PSG, et eux, quand ils achètent des joueurs, est-ce qu'ils ont les mêmes traitements de faveur ou pas ? Alors justement, c'est c'est quelque chose qui est à la fois surprenant et pas surprenant. Il n'y a eu aucune réaction donc des autres présidents de club, alors qu'on aurait pu se dire que, vous voyez, eux aussi, ça peut leur arriver d'acheter des joueurs dans des pays où il y a cette fameuse clause libératoire. Donc d'ailleurs, on ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand d'autres clubs français ont acheté des joueurs en payant une clause libératoire, est-ce qu'ils ont été taxés ? Est-ce qu'ils n'ont pas été taxés ? Est-ce qu'ils ont eu la même chose que le PSG ? Du coup, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il y a du coup une possible discrimination entre le PSG et les autres. Et donc, cette absence de réaction peut paraître surprenante, mais en fait, elle ne l'est pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le PSG pèse très très lourd dans le foot. Il y a pas mal de dirigeants du foot français qui se disent que, en gros, s'il n'y avait pas le PSG et ses stars, ce serait mauvais en fait pour le championnat de France. En gros, le PSG contribue quelque part à l'attractivité du championnat de France, donc on n'ose pas trop taper sur le PSG. Et d'autre part, on voit aussi qu'il y a et ça on l'avait documenté lors des Football Leaks, une énorme omerta dans le milieu du foot, et c'est ce qu'avait montré une autre affaire qu'on avait révélé, c'était un cartel des plus grands clubs européens, auquel le PSG ne participait pas, et qui en fait s'était entendu pour mettre la pression sur l'UEFA pour que sur les recettes télé de la Ligue des Champions, il y en ait toujours plus pour les plus gros clubs et toujours moins pour les autres. Et quand on avait révélé ça, en fait, ça aurait dû faire scandale dans tout le foot européen, parce que là, on parle de dizaines de clubs dans toute l'Europe qui avaient été lésés par ce cartel, et pareil, c'était l'omerta la plus absolue, personne n'avait râlé. Info nous demande comment se fait-il que le foot en particulier et le sport en général soient autant protégés par les médias quand on sait qu'il y a autant de scandales financiers ou autres, et en dessous ou au-dessus, je sais plus, on parlait de la question de la vente des droits télévisuels. Est-ce qu'il y a des liens avec le fait que ce soit d'abord et avant tout une industrie, un spectacle, etc. ou pas ? Alors le foot, j'allais dire, c'est vrai que c'était l'objet en fait d'une autre de mes enquêtes, donc en lien avec cette affaire des barbouzeries du PSG, où toujours en analysant les SMS, de l'ancien directeur de la communication du club. Les policiers ont découvert des relations qu'on pourrait qualifier de très troubles ou de beaucoup trop proches entre justement le DIRCOM du PSG et l'ancien patron du magazine France Football, donc qui appartient au même groupe que l'équipe, qui bénéficiait de places au carré VIP,
d'invitation au Qatar. Donc vous savez que c'est le Qatar qui possède le PSG, qui a accepté de censurer un article défavorable au président du club, Nasser Al-Khelaifi, qui a aussi fait, lors d'un de ses voyages au Qatar, un portrait très élogieux du même Nasser Al-Khelaifi, dont le directeur de la com du club savait à l'avance qu'il serait favorable. Enfin, vous voyez, ce genre de relation incestueuse. Donc là, c'est un cas extrême, mais c'est vrai aussi que pour une partie des journaux, c'est compliqué en fait d'enquêter sur le PSG. Pourquoi c'est compliqué dans les journaux qui quelque part dépendent du club? Parce que si vous traitez l'actualité sportive, eh ben c'est bien d'avoir des éléments de coulisses, c'est bien d'avoir des interviews de joueurs, etc. Et du coup, si vous enquêtez un peu trop sur le PSG, eh ben il risque d'y avoir des représailles. Et c'est ce qui est arrivé par exemple à l'équipe. Qui avait à une époque publié des enquêtes justement très incisives sur le PSG. Le PSG s'en est plaint et ça a créé une crise ouverte et où l'équipe a été boycottée. Ils n'avaient plus le droit d'aller aux entraînements, plus le droit d'aller aux conférences de presse pendant des mois. Et donc c'est vrai que c'est plus facile pour un journal comme Mediapart, parce que nous, comme vous le savez, on ne couvre pas l'actualité sportive, donc on s'en fiche d'avoir ou non des joueurs en interview, et donc on n'a pas on n'a pas cette espèce de pression un peu insidieuse que peuvent avoir des médias qui couvrent l'actualité sportive au quotidien. Ouais, là tu nous parlais du coup de l'affaire, de comment le PSG et le Qatar ont infiltré France Football. Tu as sorti, d'ailleurs je vais le montrer, tu as sorti tout... révélé que le PSG a désolé, il y a Célia qui s'est relancée. Hop là, voilà. Donc là, tu as sorti une série d'articles. C'est-à-dire qu'il y en avait quasiment un tous les jours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les autres articles et les autres révélations? Peut-être on peut les regarder un par un. Vas-y, remonte. Voilà. Donc France Football, on vient d'en parler. Peut-être celui-là, là. Lequel? Hop, celui-ci. Voilà. Un vice-président de l'Assemblée. Était au service du PSG. Vas-y. Donc là, en fait, c'est un papier sur Hugues Rançon, qui est, si vous avez tout suivi, donc le député macroniste, enfin ancien député macroniste, il a quitté l'Assemblée en 2022, qui a aidé le PSG qui a joué l'entremetteur en fait entre le PSG et Gérald Darmanin pour éviter justement le paiement des impôts sur le transfert de Neymar. Mais en fait, il n'a pas fait que ça. Parce que ce qu'ont découvert les enquêteurs, c'est que déjà c'est un très grand fan du PSG, ce député. Voilà, ça aide. Il a même demandé à plusieurs reprises de bosser pour le club. En fait, son rêve, c'était de bosser pour le PSG. Il y a même un message où il dit que si le PSG lui offre un job, il lâche son mandat de député dans la minute. Ça, c'était en 2020. Donc, oui. Donc, il avait très envie de bosser pour le PSG. Et ce qu'on se rend compte, c'est que il s'est mis complètement au service du club. Et c'est devenu en fait le lobbyiste du club à l'Assemblée nationale. Oui, ce que j'ai oublié de dire en fait sur l'affaire Darmanin, c'est que après que ce député Rançon donc ait rendu service au PSG en les mettant en contact avec Darmanin pour le dossier Neymar, il a eu des places au stade. Mieux que ça, l'un de ses fils a été escort boy. Vous savez, escort boy, c'est les gamins qui escortent les joueurs quand ils rentrent sur la pelouse, et pas pour n'importe quel match, pour le tout premier match de Neymar sous le maillot du PSG. Et le fils de qui? Le fils de ce député, Hugues Rançon, a eu le droit d'accompagner Neymar sur la pelouse lors de son tout premier match au parc sous le maillot parisien. Donc, il faut imaginer la valeur symbolique que ça a. Et un autre de ses fils, lui, a eu une photo dédicacée avec Neymar, dédicacée par le joueur. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, ce député se faisait d'une part le relais de la communication du PSG, mais est aussi intervenu à l'Assemblée en leur faveur pour faire du lobbying. Par exemple, pendant le Covid, vous savez, pendant le Covid, il y avait des limitations de la jauge dans les stades. Déjà, les stades ont été fermés pendant plusieurs mois, vu que tout le monde était confiné. Et ensuite, quand le championnat a repris, il y avait une limite donc du nombre de spectateurs pour des raisons sanitaires. Et donc, Hugues Rançon a fait du lobbying à l'Assemblée, en tout cas, a contribué, il n'a pas été le seul, mais a contribué à faire en sorte que cette jauge qui limitait le nombre de spectateurs soit assouplie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, le PSG a... En fait, les places au PSG, c'est en fait un fabuleux outil d'influence. Et ce qui est génial pour le club, c'est que ça coûte pas cher. Parce qu'en fait, offrir une place au PSG, bon, ça leur coûte pas grand-chose. Et
grâce à ça, et notamment grâce aux places au carré VIP, attends, reste là, en fait, ça aide beaucoup à avoir de l'influence. Et on voit que, par exemple, parmi les personnes avec lesquelles le DIRCOM du club entretenait de très bonnes relations, on a une figure de l'Élysée, donc qui est Bruno Roger-Petit, qui a été porte-parole d'Emmanuel Macron à l'Élysée et qui est toujours aujourd'hui conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée en tant que conseiller mémoire. Et on voit qu'il sollicite et obtient à plusieurs reprises des places de match pour lui et sa famille, et qu'il invite le DIRCOM du PSG à déjeuner à l'Élysée. Et on voit aussi qu'il y a d'autres députés en fait qui réclament et qui obtiennent des places de match. Il y a aussi Jean-Baptiste Djebari qui était à l'époque où il a une place pour un match, ministre des Transports du gouvernement Macron. Et en fait, on voit ce soft power qui se crée justement dans ce carré VIP. Il faut voir ce que c'est. Le carré VIP, c'est un petit bout de tribune qui fait un peu plus de 200 places, donc où on ne peut pas acheter les places, c'est que des invitations. Donc ça veut dire que ça n'a littéralement pas de prix. Si vous voulez acheter une place, vous ne pouvez pas. Il faut être invité. Voilà, les places sont validées directement, soit par le directeur de cabinet de Nasser Al-Khelaifi, le président, soit par Nasser Al-Khelaifi lui-même. Et donc, dans ce petit bout de tribune, on trouve des politiques, des patrons, des hauts fonctionnaires, des policiers, des stars du show business. Il y a même parfois des stars internationales de passage. On a pu y croiser Leonardo DiCaprio, Beyoncé. Voilà. J'étais sûr que tu allais citer Beyoncé. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Tu vas avoir des problèmes avec Faiza et moi. Hein. Je te le dis. Je suis sûr qu'on a déjà vu Lana Del Rey aussi. Voilà. Et donc ça permet au PSG de tisser des liens au cœur du pouvoir. Et dans tout un tas de milieux différents. Et voilà, ça fonctionne. On nous disait, qu'en est-il du régime fiscal applicable aux sportifs? Y a-t-il des failles ou des améliorations qui devraient être apportées? Mais de fait, est-ce que les sportifs ont un régime fiscal différent? Non. Alors là, le cas de Neymar, il faut bien le préciser, c'était vraiment un cas très particulier lié aux modalités de son transfert. Mais une fois que les joueurs de foot jouent dans les clubs français, ils ont un régime fiscal tout à fait normal, qui est même plutôt moins favorable que dans certains pays étrangers. D'ailleurs, les clubs de foot s'en plaignent. Et c'est pour ça d'ailleurs que que le PSG a payé autant d'impôts en fait sur le salaire de Neymar. C'est que par exemple, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle un cap. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain salaire, on ne paye plus de cotisations sociales. Justement pour aider un petit peu les clubs, parce que c'est vrai que sur des salaires colossaux comme celui de Neymar, ça fait des montants de cotisations sociales assez énormes. La seule chose qu'il y a en France, qui est une faveur fiscale, c'est pour les joueurs étrangers. Et donc d'ailleurs, Neymar en a profité. Il aurait pu payer encore plus d'impôts. En France, il y a un régime qui s'appelle le régime des impatriés et qui permet donc aux joueurs étrangers qui viennent jouer en France de payer moins d'impôts. Et donc, par exemple, en proportion de leurs revenus, Neymar payait moins d'impôts que Kylian Mbappé. D'accord. Quand ils étaient tous les deux coéquipiers au PSG, parce que Neymar est brésilien et Kylian Mbappé est français. Ok. Moi, je vais devenir footballeur, mais je sais pas faire, je suis pas pratiquant. Alors, toutes ces affaires pour au final ne même pas gagner une Ligue des Champions de vrais amateurs. On vous laisse juge. Le PSG devrait s'appeler le QSG puisque c'est une équipe qatari. Encore une fois, ce sont vos mots. Alors, je regarde si vous avez des questions. Le coup, les policiers vont chercher Nasser sur une piste d'aéroport pour perquisitionner son domicile et où celui-ci s'enferme dans son avion en invoquant son immunité de ministre est pas mal aussi. Ça, c'est dans un des autres. Alors, c'est celui-là. Hop. Je vous le montre à la caméra. Affaire Nasser El-Khelaifi. Le Qatar fait pression sur le gouvernement. Oui, alors là, c'est encore un autre volet de l'affaire qui, là, est en fait un véritable, film d'espionnage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce volet de cette affaire dite des barbouzeries du PSG? C'est que en fait Nasser Al-Khelaifi a fait appel à partir de 2017, si ma mémoire est bonne, à un lobbyiste qui s'appelle Tayeb Ben Abderrahmane,
qui est un peu un homme d'influence, qui est proche de certaines personnalités, notamment de Yamina Benguigui, de Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture. Et en fait, ce lobbyiste, il a rendu des services à Nasser Al-Khelaifi et aussi au Qatar, notamment quand il y a eu le blocus du Qatar. Vous savez, il y a eu un blocus du Qatar orchestré par plusieurs de ses voisins du Golfe, dont les Saoudiens et les Émiratis. Et donc, le Qatar avait un fort besoin de lobbying à cette époque-là. Et donc, ce lobbyiste, ensuite, il est monté en grade vu qu'il a été embauché directement par le Qatar et en l'occurrence par un actuel ministre qui est l'actuel ministre du Travail, vous savez, qui est notamment responsable des conditions de travail atroces des ouvriers qui ont construit les stades pour la Coupe du Monde. Et sauf que à un moment, le majordome de Nasser Al-Khelaifi a confié à ce lobbyiste des données sensibles sur Nasser Al-Khelaifi et notamment l'un de ses anciens téléphones et aussi des images de vidéosurveillance de son appartement dans lesquelles on voyait notamment des scènes intimes entre Nasser Al-Khelaifi et sa maîtresse. Donc au moment où ce lobbyiste travaillait pour donc ce monsieur Al-Mari, donc qui était à l'époque président du comité des droits de l'homme du Qatar et aujourd'hui ministre du Travail. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, Nasser Al-Khelaifi, ce lobbyiste, après avoir obtenu ces données, a été arrêté au Qatar où il vivait en janvier 2020. Il a passé plusieurs mois en détention, je crois 8 ou 9 mois si ma mémoire est bonne, et il n'a pu en fait rentrer en France. Il a été libéré et il a pu rentrer en France qu'après avoir restitué ces fameuses données, dont évidemment le téléphone de Nasser Al-Khelaifi. Alors l'histoire est extrêmement rocambolesque parce que évidemment le soupçon, c'est que dans ce téléphone de Nasser Al-Khelaifi, il pourrait y avoir des éléments qui accréditent les soupçons de corruption pour l'attribution de la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y a une enquête judiciaire qui est toujours en cours en France là-dessus, sur la corruption présumée qu'aurait commise le Qatar pour obtenir le mondial chez lui. Donc ce téléphone, il avait potentiellement évidemment une très grande valeur. Donc ce lobbyiste accepte de rendre ce téléphone en échange de sa libération. Il signe un accord secret avec Nasser Al-Khelaifi avec une clause de confidentialité de 5 millions d'euros. Voilà, en gros, s'il ouvre sa bouche et qu'il parle de tout ça, il doit payer 5 millions d'euros. Mais sauf que quand il rentre en France, il commence par engager des démarches, il finit par porter plainte, notamment pour torture et arrestation arbitraire, parce qu'il affirme que lors de sa détention au Qatar, il aurait été torturé. Et suite à sa plainte, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte donc par la justice française pour vérifier d'une part si ce lobbyiste a été torturé ou pas et s'il a été détenu de façon arbitraire ou pas au Qatar, et d'autre part pour essayer de tirer au clair le rôle éventuel qu'aurait joué Nasser Al-Khelaifi dans cette détention, et notamment de savoir s'il aurait ou non franchi la ligne jaune, en fait, en utilisant finalement les moyens du Qatar, c'est-à-dire la détention de ce lobbyiste, pour récupérer son téléphone et ses fameuses vidéos. Et coïncidence, juste après que la justice ouvre l'enquête judiciaire sur les conditions de détention de ce lobbyiste est condamné à mort au Qatar, donc on rigole pas, c'est une condamnation à mort, ainsi que l'ancien majordome de Nasser Al-Khelaifi, donc l'homme qui lui avait donné le téléphone, pour espionnage, et le Qatar l'accuse d'avoir essayé de vendre les données, donc le téléphone de Nasser Al-Khelaifi, aux Émirats Arabes Unis, donc un pays ennemi du Qatar, ce que les deux hommes démentent formellement. Donc vous voyez, là on est vraiment en plein film d'espionnage. Et du coup, on en arrive à cet épisode rocambolesque où justement les juges d'instruction veulent essayer de vérifier ce qu'il en est, et ils veulent perquisitionner chez Nasser Al-Khelaifi et saisir son téléphone. Et il profite en fait du fait que Nasser Al-Khelaifi, l'été dernier, donc le 5 juillet, là on voit la photo, se rendait, donc il est qatari, évidemment, Nasser Al-Khelaifi, donc il se rendait du Qatar à Paris pour la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Le souci, ce dont il ne s'attendait pas, c'est que quand son jet privé atterrit sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, donc c'est l'aéroport d'affaires où on atterrit en jet privé, il y a les policiers qui l'attendent sur le tarmac. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, Nasser Al-Khelaifi s'enferme dans son avion.
Ils refusent d'ouvrir. Même les policiers toquent à la vie du pilote pour lui dire non, il faut ouvrir la porte. Le pilote, non, moi, j'ouvre pas. C'en est au point où les policiers doivent vérifier en fait qu'il y a bien les cales sous les roues de l'avion pour éviter que l'avion ne redécolle en urgence et retourne à Doha. Voilà. Et donc Nasser El-Khelaifi s'enferme pendant plus d'1 heure dans son avion. Il finit par sortir pour parlementer dans une voiture, l'une des voitures en fait qui devait l'amener à la conférence de presse. Donc, faut l'imaginer à l'arrière de la voiture avec un policier en train de négocier au sujet de la saisie de son téléphone, mais sauf qu'il refuse de donner son téléphone. Il appelle ses avocats essayent de le convaincre, etc. Bref, et tout ceci a pris plusieurs heures et il a fallu attendre plusieurs heures avant que Nasser El-Khelaifi accepte de donner donc son téléphone au policier. Autre anecdote un peu amusante aussi, c'est que alors il ne savait pas évidemment que les policiers s'attendraient ce jour-là, mais il s'y attendait quand même un peu parce que il a en fait produit, enfin en tout cas c'est les gens de l'ambassade du Qatar qui l'attendaient aussi à l'aéroport, ont produit aux policiers un document signé, si ma mémoire est bonne, alors je sais plus si c'est du ministère des Affaires étrangères ou du Premier ministre du Qatar, qui disait que Nasser El-Khelaifi ne pouvait pas être perquisitionné et qu'on pouvait pas lui prendre son téléphone parce qu'il était en mission diplomatique en France. En fait, Nasser El-Khelaifi, il a tout un tas de casquettes. Vous savez, il est aussi patron de beIN Sport, la chaîne de télé. Il est ministre au Qatar, alors sans portefeuille, mais ministre quand même. Et donc, les autorités du Qatar disaient, regardez, monsieur Nasser El-Khelaifi, il est ici en mission diplomatique en tant que ministre. Sauf que, manque de chance, les policiers ont vérifié, ils ont appelé le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, qui leur a dit non, il n'y a pas de visite officielle prévue de M. El-Khelaifi. Et évidemment, vu qu'il n'était pas là en tant que ministre, mais pour la conférence de presse, il était là-bas en tant que président du PSG. Et la dernière chose qui se passe, c'est que les officiels qataris, donc les gens de l'ambassade, ont même menacé les policiers en leur disant que des officiels qataris de très haut niveau, dont un ministre, avait appelé d'une part la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et d'autre part le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et que selon eux, enfin selon ces officiels qataris, ils ont dit aux policiers, écoutez, il y a le ministre de l'Intérieur qatari qui a parlé à Gérald Darmanin, et vous allez voir, vous allez vous faire engueuler. Et vous allez bientôt recevoir de nouvelles consignes de votre ministre parce que voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, on ne sait pas au final si il y a bien eu ce coup de pression sur Gérald Darmanin. Il a refusé de nous répondre à ce sujet, comme il avait refusé de nous répondre au sujet du transfert de Neymar. Et ce qui est sûr, c'est que, et ça rassure un peu quand même, c'est que les policiers n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé à la pression, ils ont continué leur mission, ils ont continué leur mission et ils ont fini par repartir avec le téléphone portable de Nasser El-Khelaifi. Moi j'ai une question là, tu me parles du PSG, de Darmanin, du Qatar, ça me fait penser à un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Est-ce que dans toutes ces enquêtes, il y a des liens avec Sarkozy ou pas du tout? Parce qu'il est quand même proche du Qatar, proche du PSG et proche de Darmanin. Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout? Alors, dans ce volet de l'affaire, non. Mais par contre, il y a des liens dans un autre volet, en fait, dans une autre enquête, parce qu'il y a tellement d'enquêtes autour du PSG, du Qatar, etc., qui est l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'enquête sur l'attribution, justement, de la Coupe du Monde 2022. Donc, qui est une enquête pour corruption. Et là, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen dans ce dossier, mais en effet, il y a un soupçon qu'il dément, selon lequel il serait intervenu pour que, justement, le Qatar obtienne la Coupe du Monde de foot. Notamment en convainquant Michel Platini de voter pour le Qatar. Alors, on reprend un peu le chat. On en avait une là. Alors, voilà, subvention d'université, chaîne télé, club de foot, de hand, de judo, couloir aérien. Est-ce que l'emprise du Qatar quelle est l'emprise du Qatar en France? Et y a-t-il d'autres pays qui ont ce type d'implantation? Est-ce que le Qatar il fait tout ce qu'il fait qu'avec la France, ou est-ce que le Qatar est implanté ailleurs? Alors, le Qatar est implanté ailleurs parce que notamment ils ont, vous savez, le Qatar c'est un pays richissime grâce à ses réserves de gaz, hein, donc c'est pas les pétrodollars, c'est les gazodollars, et donc pour gérer en fait tout cet argent, ils ont ce qu'on appelle des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui investissent notamment dans des grandes entreprises, et ils font ça en France, mais ils font ça aussi à l'étranger. Par contre, il y a une relation particulière avec la France pour deux raisons. La première raison, c'est un avantage fiscal que leur a donné un certain Nicolas Sarkozy, qui fait que... Je savais qu'il arriverait tôt ou tard. Hein. Qui fait que le Qatar est complètement exempté d'impôts sur les investissements qu'il fait en France.
Et c'est pour cette raison que le Qatar, mais aussi des membres de la famille royale qatari, dont l'émir et l'ancien émir, à titre personnel, ont énormément investi en France dans l'immobilier, où ils ont des hôtels de luxe, des propriétés, etc., etc. Les grands magasins du printemps à Paris, voilà. Et d'autre part, évidemment, le PSG. Et le PSG, c'est quelque chose d'emblématique, c'est quelque chose où ils ont englouti énormément d'argent, plus de 2 milliards d'euros. Qui ont été voilà, engloutis aujourd'hui à front perdu par le Qatar dans le PSG. Alors, pas complètement à fond perdu, parce que le PSG ne vaut pas zéro, donc ils n'ont pas complètement perdu tout cet argent. Voilà, mais en tout cas, sans parvenir à leur but d'origine, qui était de gagner la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça, et de fait, alors c'est plus aussi fort sous Emmanuel Macron, mais c'est vrai que le climax un petit peu de cette relation, ça a été sous Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy. Vous nous dites qu'il y a quelques problèmes de micro. J'essaie de gérer ça en même temps. Peut-être que je vais rester plus en face de mon micro. On va essayer de parler bien dans les micros, mais de toute façon, on arrive bientôt vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette série d'articles que tu veux mettre en avant ? Peut-être sur la perquisition à Bercy, même si tu en as déjà parlé. Non, un peu, ça j'en ai déjà parlé. Peut-être celui-là. Sur voilà. Twitter. Voilà, où je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, on avait fait des révélations sur l'armée numérique du PSG. Qu'est-ce que c'est que l'armée numérique du PSG ? En fait, c'était des faux comptes Twitter, en fait des comptes de trolls, qui étaient gérés par une agence de communication, pilotée donc par le directeur de la communication du club de l'époque, Jean-Martial Ribes, qu'on a également croisé dans le volet Neymar-Darmanin. Et en fait, cette agence, elle opérait donc des faux clubs qui se présentaient comme des faux comptes qui se présentaient comme des comptes de supporters du club, mais qui étaient en réalité pilotés en sous-main pour le PSG et qui en fait ont lancé des campagnes extrêmement violentes, voire même ordurières, de calomnie contre diverses personnalités, alors contre des médias, notamment contre Mediapart, contre moi-même à titre personnel, contre le journal L'Équipe, on en a parlé avant quand le PSG était en froid avec l'Équipe, mais aussi des personnalités du club comme l'ancien joueur Adrien Rabiot, l'ancien directeur sportif Antero Henrique, et ils ont même osé égratigner une fois l'icône Kylian Mbappé, donc qui s'est fait troller par son propre club quelque part au moment où il avait exprimé son envie de partir et de quitter le club. Donc ça, c'est ce qu'on avait révélé il y a 1 an. Et là, nos nouvelles révélations, donc il y a, je sais plus, il y a quelques jours, c'est qu'en fait, suite à nos révélations, cette affaire de l'armée numérique a été intégrée à l'enquête judiciaire sur les barbouzeries du PSG, donc qui est décidément tentaculaire. Et en fait, grâce au SMS de Jean-Martial Ribes, l'ancien DIRCOM, les policiers ont obtenu la preuve que, d'une part, c'est bien le PSG qui pilotait cette agence, mais surtout que Nasser Al-Khelaifi en a été personnellement informé et qu'il a même validé l'opération. Pourquoi ? Parce qu'on voit que sur les 2 ans qu'a duré donc cette opération de l'armée numérique, il est informé à plusieurs reprises. Jean-Martial lui parle de son armée, des gens du web qui attaquent, qui défendent les gens. Il dit même à Nasser Al-Khelaifi qu'il fait ça pour lui. Donc cette armée numérique, elle est aussi là pour lui à titre personnel. Et ce qu'on voit par exemple, c'est que l'une des attaques les plus dures et les plus ordurières, elle a été faite contre l'ancien directeur de la rédaction de L'Équipe, Jérôme Casadieu. Et on voit que Jean-Martial Ribes prévient Nasser Al-Khelaifi qu'il va s'attaquer justement à ce journaliste qui était à l'époque le directeur de la rédaction du grand journal sportif français. Micro, pardon. Très bien. Alors on nous dit Edwin n'est plus invité dans le carré VIP du parc. Je crois que c'est pas l'ambiance de la maison. Ces nouvelles révélations vous ont-elles causé de nouvelles menaces ? Non, pour le moment, nous n'avons eu aucune menace. Parce que sur d'autres affaires, tu en as eu. Est-ce que tu veux revenir dessus ou pas vraiment ? Peut-être brièvement. Voilà, c'est que sur d'autres affaires. En fait, lorsque j'avais publié d'autres enquêtes, cette fois justement sur le Qatar et les soupçons de corruption liés à l'attribution de la Coupe du Monde, en fait, j'ai fait l'objet d'une tentative de hacking, donc de piratage assez dure.
En fait, c'était ce qu'on appelle une campagne de phishing. Vous savez, le phishing, c'est quand vous recevez des faux, des vrais mails de gens qui usurpent l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, des gens arrivent à vous envoyer des mails en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et avec un message qui est vraiment calibré pour vous inciter à vous faire cliquer sur un lien malveillant qui va soit pirater votre ordinateur, votre téléphone, soit vous inciter à rentrer vos codes d'accès, par exemple, au mail pour avoir accès au mail. Et voilà, j'ai été victime d'une campagne de phishing assez agressive. Et en fait, 1 an et demi après avoir subi cette campagne, il y a des confrères britanniques, notamment du Sunday Times, donc le grand journal de Londres, qui, dans une enquête, ont indiqué que je n'avais pas été tout seul. Donc, il y avait eu d'autres personnalités qui avaient été visées par cette campagne, dont d'autres journalistes, et que le commanditaire de cette campagne serait le Qatar. Alors, le Qatar a démenti, donc je ne sais pas ce qu'il en est, si c'est réellement le Qatar, mais en tout cas, ça avait été assez violent, et notamment, il y a l'un des mails qui était particulièrement bien fait, où en fait, les hackers avaient réussi à se procurer des photos d'un membre de ma famille proche, donc en fait, des photos de famille qui m'avaient envoyé, et ils avaient usurpé l'identité de ce membre de ma famille avec un mail où ce membre de la famille disait... ben voilà, j'ai des photos de famille que je t'ai mis pour toi sur Flickr, clique là pour les télécharger, avec des vraies photos de famille, dont on sait toujours pas aujourd'hui comment ils ont réussi à les avoir. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. On dit ça, enfin dans le chat là, on nous dit ça. Les attaques de phishing arrivent, rien de nouveau, etc. Mais là, il y a quand même un truc où c'est très bien fait, c'est-à-dire que tu n'avais aucun moyen, c'est-à-dire qu'ils ont été faire les poubelles numériques ou réelles pour trouver cette photo déjà d'un premier truc et de l'envoyer et se faire passer pour oui, alors, pour un membre. Donc... c'est quand même un peu différent parce que en effet, le phishing et le hacking en général, c'est une industrie. Hein. Vous avez des groupes de hackers dont c'est le métier, qui soit piratent les entreprises pour revendre les données, soit font ce qu'on appelle du rançongiciel, c'est-à-dire piratent une boîte, cryptent les données et demandent une rançon en échange du décryptage des données. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qui est malheureusement pas exceptionnel. Par contre, de cibler des journalistes, ça l'est beaucoup plus. Hein. Parce que là, on parle pas de crapulerie, on parle pas de gens qui piratent des entreprises pour se faire de l'argent. On parle de tentatives de hacking sur des journalistes d'investigation, donc dont moi-même, mais pas que moi. Hein, encore une fois, également des collègues journalistes, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Là, dans un but qui semble être évidemment de découvrir nos sources. Et il faut rappeler à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices que le secret des sources, c'est la pierre angulaire de la liberté de la presse. Vous imaginez la sensibilité de ce genre d'enquête, les enquêtes sur le Qatar, sur le PSG. Si jamais nos sources étaient découvertes, évidemment, ce serait catastrophique. Et les gens ne nous parleraient plus, ne nous informaient plus, et on ne pourrait plus faire notre métier. Alors, si vous avez encore des questions sur ces différentes affaires du Qatar et du PSG, c'est le moment, parce que j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce que tu as écrit avec Younes sur Le Monde. Est-ce que tu veux en parler ou pas ? Ah oui, on peut en parler. Les derniers articles que tu as sortis sur une affaire déontologique, enfin sur 2 affaires déontologiques qui secouent le monde. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement de quoi il s'agit et après je te poserai d'autres questions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toujours dans cette tentaculaire affaire des barbouzeries du PSG, les policiers ont découvert un échange suspect entre le directeur de la communication du club de l'époque, Jean-Martial Ribes, toujours lui, et un journaliste du Monde qui travaillait au service média et qui couvrait notamment la chaîne beIN Sport, dont le président et Nasser Al-Khelaifi, comme le PSG. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que donc ce journaliste a bénéficié de places au carré VIP du PSG, et que par ailleurs, en fait, il a présenté un policier au directeur de la communication du club, il les a mis en relation, et que 2 mois plus tard, il a obtenu des places au stade.
Et donc, c'est Le Monde lui-même qui a révélé les premiers éléments de l'affaire, donc dans ses propres colonnes, au sujet de son journaliste, mais sans dévoiler son nom. Et donc, ce qu'on révèle, c'est que... donc, nous, ce qu'on révèle, c'est d'une part les détails de l'affaire, et d'autre part, le fait qu'il y a eu une enquête interne au Monde, et il a eu un rappel à l'ordre, même si Le Monde considère que ces places, c'était pas une contrepartie de la mise en relation, et qu'il avait, je cite le directeur du Monde, commis une imprudence, mais pas une faute disciplinaire. Et en fait, il y a eu une coïncidence du calendrier, c'est qu'au moment où on bouclait cette enquête sur donc ce journaliste et ses liens avec le PSG, il y a une autre affaire qui a éclaté au sein du Monde, révélée par nos confrères d'Arrêt sur Image, sur le fait que, là, ça n'a plus rien à voir avec le PSG, sur le fait que la chef du service politique du Monde, donc Ivan Trippenbach, était en fait la compagne d'un conseiller du Premier ministre Gabriel Attal. Et en fait, cette situation était bien connue du Monde parce que ce conseiller de Gabriel Attal, il était également conseiller de Gabriel Attal avant, quand Gabriel Attal était ministre à Bercy, puis ministre de l'Éducation. Donc c'est une situation que la direction du Monde connaissait. Voilà. Mais du coup, elle est devenue encore plus problématique quand le compagnon donc, de la chef du service politique est passé à Matignon. Voilà. Et ça a créé une crise en interne. Pourquoi ? Parce que le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, a insisté pour qu'elle reste chef du service politique, alors qu'une grande partie de la rédaction pensait que c'était un conflit d'intérêts et que ce n'était pas tenable. Et donc, ce qu'on a révélé dans ce papier, donc, qui est paru jeudi, si ma mémoire est bonne, qui est paru vendredi, pardon, c'est que pour résoudre la crise, il y avait eu le comité d'éthique et de déontologie du Monde qui a été convoqué d'urgence ce lundi, donc aujourd'hui même, mais sauf que entre-temps, pendant le week-end, Ivan Trippenbach, donc la chef du service politique du Monde, a préféré quitter son poste. Et donc prendre la décision elle-même de quitter son poste, et donc elle est devenue grande reporter, justement, pour éviter les conflits d'intérêts. Hop là, je remonte un peu mon micro. Mais du coup, ça, toi, en tant que journaliste, c'est quand même bon. Il y a eu les quelques papiers qui ont été écrits sur le Canard enchaîné et tout. Mais est-ce que toi, est-ce que c'est pas étrange en plus tu as travaillé au Monde d'enquêter non, mais j'ai jamais travaillé au Monde. Non, t'as pas travaillé, pardon. Ouais. Je confonds avec Martine qui était là juste avant. Pardon. Oui, à Libération. Travailler sur des journalistes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Enfin, qu'est-ce que ça dit du journalisme? Et là, tu parles donc de lien entre le politique et des journalistes. Bon, on sait que c'est quand même assez récurrent. On l'a vu aussi dans le cas de Oudéa Castéra, qui est en lien avec des éditorialistes, oui, plusieurs membres de la famille Duhamel, etc. Est-ce que tu as quelque chose à en dire, toi, en tant que journaliste? Là, on sort de l'enquête, mais en tant que journaliste, c'est quand même étrange tout ça. Oui, mais ça, alors, si vous voulez, on peut pas empêcher les gens de tomber amoureux. Hein. L'amour, ça ne se maîtrise pas. Mais c'est vrai que ça pose un vrai problème de conflit d'intérêts, et notamment de perception vis-à-vis du grand public, qui en fait ne comprend pas, se dit que c'est pas normal. En fait, ça entretient un espèce de tous pourri un peu malsain pour se dire voilà, c'est un peu les élites, c'est l'entre-soi, etc. Et donc que ça arrive, j'allais dire, c'est pas grave en soi parce que c'est la vie, c'est l'amour. Mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est que quand ce genre de conflit d'intérêts arrive, en fait, il soit réglé. Non, pas seulement publicisé, mais qu'il soit réglé et qu'il y ait un déport. Et on le voit justement avec, pour le coup, au Monde. Donc il y a eu ce déport, même s'il y a eu une petite crise interne. Avant que ça n'arrive, mais les éditorialistes, dont tu parlais, eux, ils sont toujours là à la télé. Donc voilà. Donc il y a il y a notamment des chaînes de télé qui ont été, j'allais dire, moins scrupuleux que ce qui s'est passé au Monde. Et du coup, à Mediapart, déjà, on a les fiches que vous devez remplir. Oui, on remplit une déclaration d'intérêt. On profite pour raconter comment on fonctionne ici. Voilà, donc la mienne est accessible sur le site de Mediapart. Tous les journalistes doivent remplir une déclaration d'intérêt pour déclarer s'ils sont membres d'un parti politique, d'un syndicat, quelles sont leurs sources de revenus, s'ils ont des sources de revenus extérieures en plus de leur salaire de Mediapart. Et également, justement, il y a une rubrique sur le ou la conjointe, enfin le conjoint ou la conjointe. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être passé à Abonnez-vous. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux
Vous parlez d'une enquête en particulier ou Non, chose, bah, c'est bon, c'est là, fait. on est Est-ce à que la le fin. chat, vous êtes bon. Si vous avez une dernière question, c'est le moment de le faire. Pendant que moi, je vous annonce. Ah si, peut-être, parce que justement, on a plusieurs commentaires là sur le chat qui disent en fait pourquoi c'est pas son mari qui a démissionné. Et en fait, c'est une super question parce que en effet, très souvent, quand il y a ce conflit d'intérêts avec un homme et une femme, bah, souvent c'est la femme qui s'en va. Et là, justement, dans le cas de cette journaliste du Monde, on aurait très bien pu imaginer, parce qu'en fait, donc Ivan Trippenbach, elle a été promue chef du service politique du Monde très récemment. Donc à la fin de l'année 2023, il y a seulement quelques mois, et on aurait très bien pu imaginer que son compagnon refuse le poste et disent à Gabriel Attal, bah, écoutez, je suis désolé, ma compagne est chef du service politique du Monde, vous comprenez bien que ça va pas, et donc je m'efface, et par exemple, je retourne à Bercy. Et pour lui, j'allais dire, ça aurait été très facile, parce qu'en fait, c'est un énarque, c'est un super expert des finances publiques, vous voyez, les comptes de l'État, tout ça, et donc ça aurait été très facile pour lui de retrouver un poste non politique, c'est-à-dire à l'administration, à Bercy, et de laisser sa compagne rester finalement chef du service politique. Et c'est vrai que le féminisme, ça pourrait être ça, c'est que de temps en temps, les hommes s'effacent, ou on pourrait même imaginer un roulement où l'un des deux s'efface et revient pendant que le deuxième. Mais en effet, il n'y a aucune raison que ce soit le plus souvent les femmes qui s'effacent. Oui, c'est clair. On se rappelle du cas avec Léa Salamé aussi, qui était partie de l'antenne de France Inter quand Glucksmann était, je crois, aux Européennes. C'est ça? C'est Glucksmann, je crois. Non, je sais plus. Si je Alors oui, confonds peut-être. c'est bien Glucksmann, mais Joker sur le bon, c'est pas départ. grave. C'est pas mon domaine de spécialité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous dis donc le programme sur À l'air libre. Demain, il y a une émission sur la définition du viol dans l'Union européenne, où la France est à l'arrière-garde avec notamment Sarah Brett et des invités. Et jeudi, on a une émission avec Sylvie Laurent sur la présidentielle aux USA et sur son livre Le Capital et la race qui vient de sortir. La semaine prochaine, on reçoit quelqu'un qui connaît aussi bien le foot dans une autre vie, mais c'est Ilyes Ramdani du pôle politique pour revenir sur toute cette séquence qui s'est ouverte sur le remaniement et tout ce qui s'en est suivi et pour vous le présenter parce qu'il est encore pas venu dans cette émission. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ce sera encore exceptionnellement avec moi puisque Anna sera pas encore revenue. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est chouette et on va faire peut-être un petit raid. Je vais allumer mon truc pour faire les raids. Si vous avez des idées là de gens qui sont en stream en ce moment, tu sais ce que c'est un raid? C'est bon, maintenant que t'es venu plein de fois. Maintenant que t'es venu plein de fois, t'es un pro. Voilà. Je suis pas très fort sur Twitch, mais Anna m'a donné un petit cours. Et je vois qu'il y a Cassandre, on peut faire ça. Allez, ça vous va? Allez, on va chez Cassandre. Il y a Terence qui propose. Lancez le raid, c'est parti. Alors, normalement, c'est parti, mais à chaque fois, je rate mes raids. Donc, normalement, c'est bon. Nous ne sommes pas en mesure de lancer un raid pour le moment. Ah bon, alors ça sera sans raid cette fois-ci. Allez, bonne semaine, et prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao!